Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Autour du plan. Autour du plan, une émission d'analyse politique. Aujourd'hui, ça ne sera pas question de la Commission électorale nationale indépendante parce que vous le savez, ça fait partie de l'actualité en République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, quand même, nous allons parler de la diplomatie congolaise. Nous allons nous poser la question avec tout ce qui s'est passé, tout ce qui est en train de se passer au niveau de la diplomatie congolaise. Est-ce que nous sommes dans une diplomatie offensive ou dans une diplomatie défensive? Est-ce que la pente est ascendante ou descendante? En tout cas, nous allons nous poser cette question au cours de cette émission. Et également, nous allons parler de l'état des droits en République démocratique du Congo. Nous allons nous poser la question, où en sommes-nous avec cet état des droits? Nous avons tous suivi que l'ancien ministre de la Santé publique, Eteni Longondo, a été mis en détention préventive. Est-ce que cette détention nous donne quand même l'espoir de croire en cet état de droit? Pour en parler ce soir, nous recevons Maître Georges Kalonji qui n'est plus à présenter sur ce plateau. Maître Georges, bonsoir. Bonsoir monsieur le journaliste, ravi d'être invité sur votre plateau de télévision. Je rappelle que ce n'est pas la première fois, vous êtes déjà passé ici. Vous êtes analyste politique, vous êtes également coordonnateur de plusieurs structures d'encadrement, de plusieurs structures dans COGEP. Est-ce que un petit rappel à nos téléspectateurs, c'est quoi? Oui, tout à fait, ce n'est pas la première fois de participer à cette émission. J'ai y participé ici, nous avons débattu sur des questions aussi importantes. Aujourd'hui, j'ai été aussi encore honoré de pouvoir venir participer à cette émission. Donc, je suis effectivement Maître Georges Kalonji, oui, avocat de profession et puis analyste politique. Je suis membre de pas mal de structures, que ce soit nationales qu'internationales. Au niveau national, je suis le secrétaire général de l'association pour le panafricaniste du Congo. Et je représente aussi une structure ici au Congo qu'on appelle la Ligue panafricaine Modja. C'est une organisation panafricaine. Et en même temps, je suis coordonnateur région d'une organisation internationale qu'on appelle COGEP. Voilà brièvement ce que je suis. Voilà, moi je ne voulais pas vous présenter comme avocat parce que vous avez quand même des conditions. Vous ne participez pas sur ce plateau en tant qu'avocat, mais en tant qu'analyste. Tout à fait. Donc voilà pourquoi j'ai voulu éluder votre casquette d'avocat. Absolument, je suis ici en tant qu'analyste politique parce que j'en ai l'habitude de le faire. Voilà. Voilà, merci beaucoup Maître Georges Kalonji pour aujourd'hui. Nous allons commencer par la diplomatie. Nous avons suivi le chef de l'État à bourlinguer un tout petit peu partout au monde, d'aller vendre la bonne image de la République démocratique du Congo, alors que sous Kabila, la RDC était isolée du reste du monde. Et aujourd'hui, avec l'avènement de Félix Tshisekedi, peut-on dire que le redécollage de notre diplomatie est effectif? Tout d'abord, il faut faire l'aperçu historique de notre diplomatie. Pour essayer de comprendre où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. Oui. Est-ce qu'il y a eu des avancées? Il n'y a pas eu des avancées. D'ailleurs, vous venez de le dire que sous le régime Kabila, à un moment donné, il y a eu des problèmes entre les institutions internationales et le régime Kabila, ce qui a fait du coup, son régime, son pouvoir était isolé du fait de n'avoir pas respecter la démocratie parce qu'il y avait des exigences. Pour que vous soyez soutenu ou appuyé par les institutions internationales, il faut quand même, il y a un certain nombre de conditions, entre autres le respect des droits de l'homme, ainsi la transparence dans la gestion de la chose publique. Et ces conditions-là n'ont pas permis à ce que le gouvernement de Kabila puisse être en bonne relation. Vous vous souvenez avec
le retrait ou l'expulsion des représentants de l'Union européenne en République démocratique du Congo. La fermeture de l'espace Schengen. La fermeture de l'espace Schengen. Il y a eu la suspension de l'appui technique des institutions de Bretton Woods. Donc, le conflit dans la région des Grands Lacs, la coopération était quasi inexistante entre nos voisins de l'Est. Et effectivement, le gouvernement de Kabila était totalement isolé. Mais après les élections, le président Félix a pris le règne du pouvoir. Je pense que nous avions tous vu et suivi qu'il avait commencé tout d'abord par la voie diplomatique, tout en essayant de parcourir à travers le monde pour expliquer aux institutions internationales, aux partenaires internationaux sur sa vision et ce qu'il comptait faire du Congo. Et je pense que sa diplomatie a quelque part réussi parce que nous avons vu l'Union européenne ouvrir sa représentation ici et les représentants étaient rentrés. Les institutions de Bretton Woods sont venus au Congo pour travailler avec les institutions de la République. Nous avons vu les relations qui étaient froides avec nos pays frontaliers voisins, je parle du Rwanda, l'Ouganda et Burundi, et l'Angola ainsi, que le Congo, Brazzaville. Et le président de la République a fait la ronde dans tous ces pays-là pour essayer de leur faire comprendre que le Congo a besoin de la paix. Et cette démarche-là a apporté les résultats escomptés parce que vous allez remarquer qu'actuellement, il n'y a pas assez vraiment des incursions de l'armée rwandaise et ougandaise à l'est de la RDC. Beaucoup plus, c'est maintenant les groupes terroristes qui sèment la terreur et la désolation. Donc, nous pouvons dire que déjà à 60%, la diplomatie congolaise a quand même... Donc par là, vous voulez dire que notre diplomatie est sur une pente ascendante? Oui, nous pouvons le dire. Ce n'est pas à démontrer. Vous suivez les médias, nous suivons tous ce que le président de la République fait actuellement. C'est encourageant et c'est prometteur. Mais vous avez dit que nous sommes sur une pente ascendante. Moi, je vais vous citer certains faits. Déjà, la RDC avait aligné un candidat pour l'élection du secrétaire exécutif de la SADC, le professeur Faustin Luanga, qui a été battu. Pourquoi? Est-ce que la RDC n'a pas su mener un bon lobbying? Est-ce que notre diplomatie sur ce plan-là, on peut dire que nous n'étions pas encore à la hauteur pour Faustin Luanga n'était pas un candidat que la RDC devait placer? Donc écoutez, vous savez, en diplomatie, il y a des techniques, il y a des méthodes qu'il faut appliquer. Oui. Si nous avons perdu le secrétaire exécutif de la SADC, cela ne veut pas dire que totalement nous avons tout perdu. C'était une élection où on devait désigner celui qui répondait certainement à des critères objectifs. Donc, s'il a perdu, bon, il a perdu. Ça ne peut pas remettre en cause tout ce que le président de la République a pu récolter à travers le monde dans sa diplomatie. Il y a du côté positif et le côté négatif, mais s'il faut faire en termes de pourcentage, je vous ai dit à 60% quand même, il y a eu des réussites. Il y a aussi un problème des pays de la SADC. Vous savez que la plupart des pays de la SADC sont composés par les pays anglophones. Oui. Nous sommes un pays francophone. Donc c'était un peu difficile pour qu'ils puissent accepter qu'un pays francophone puisse se diriger la SADC. Je pense que aussi c'est parmi les éléments aussi qui peuvent justifier cet échec, mais ce n'est pas encore tard. Nous espérons qu'à l'avenir, la diplomatie va faire un travail important pour pouvoir aussi arracher d'autres postes au sein des institutions sous-régionales. Vous avez dit que le problème de la langue pourrait aussi influencer cet échec. Mais je vais citer un professeur, un grand diplomate, un grand internationaliste de la RDC, le professeur Kika Yabin Karoubi est l'ancien
conseiller au collège diplomatique de Joseph Kabila à l'époque. Il a dit que au lieu d'une diplomatie de lobbying et de négociation, Félix Tshisekedi a préféré la diplomatie de forcing. Voilà pourquoi Faustin Luanga a échoué. Ça, c'est les professeurs qui caillent. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire par la diplomatie de forcing. C'est-à-dire arracher le voix à d'autres pays ou bien imposer. Je ne sais pas quel est ce terme. Peut-être s'imposer en tant que président. Je ne pense pas que dans cette façon de faire, il faut impérativement s'imposer. On ne s'impose pas. On présente un candidat qui répond aussi des critères. Il revient au père ou aux responsables des différentes nations de pouvoir désigner. C'était par vote. Donc, on peut gagner tout comme on peut échouer. Ce n'est pas une diplomatie forcing. Des lobbying, oui, effectivement, il faut utiliser aussi des lobbying pour convaincre les autres à pouvoir accepter votre candidat. Mais est-ce que cela n'a pas été fait? C'est la question que nous nous posons. Mais nous avons seulement constaté qu'il n'a pas été désigné. On s'incline et puis on attend les restes après. On attend les restes après. Il a dit également que parmi les causes, il y a également les arriérés de 3 millions de dollars de cotisations que la RDC devait à la SADC. Il a dit aussi que la RDC n'avait pas d'ambassade à Gaborone, Gaborone qui est capitale de Botswana, Botswana le siège de la SADC. On ne peut pas imaginer que la RDC ne puisse pas avoir un représentant au niveau de Botswana. Il y a également le protocole de défense mutuelle de la communauté qui n'a pas été ratifié par le Parlement congolais. Ça fait également partie des causes de cet échec. Donc, ce sont des choses qu'il faudrait arranger au niveau de la diplomatie congolaise. Écoutez, je ne vais pas entrer dans tous ces détails. C'est parce que peut-être nous n'avons pas une représentation à Gaborone, c'est parce que nous avons des arriérés au niveau de la SADC, et tous ces éléments-là ont concouru à ce que notre candidat ne soit pas élu. Oui, mais je pense que la RDC est membre de la SADC. Oui. Donc à partir du moment où la candidature de notre représentant a été acceptée et il y a eu vote, donc je suppose que tous ces préalables-là ont été élagués. Parce qu'on ne peut pas participer à un vote sans au préalable payer des dettes, mais aussi participer dans des réunions. Ce sont des conditions sine qua non. Donc si la RDC a participé, si la RDC a présenté un candidat, donc je suppose que tous ces préalables-là ont été élagués. Ce dernier n'a pas réussi, il n'a pas réussi. Pour ne pas faire un grand problème, c'est vrai qu'il faut revoir aussi ce qui n'a pas marché peut-être, mais pas vraiment considérer ça comme vraiment un échec total et qu'il y a eu un forcing. Voilà pourquoi notre candidat n'a pas été élu. Ça, c'est un faux débat. Est-ce que le président Félix Tshisekedi n'a-t-il pas sacrifié Faustin Luanga? Parce que lui, l'année prochaine, il devra briguer la présidence de la SADC, parce qu'on ne pouvait pas quand même voir en même temps la RDC obtenir la présidence de la SADC, en même temps le secrétariat général. S'il l'a sacrifié, pourquoi l'avait présenté comme candidat? Ça aussi, c'est une question. Sachant que Faustin Luanga devait être là, pourquoi lui aussi devait prétendre? Comment vous pouvez venir sacrifier, vous amener quelqu'un dans un abattoir pour le sacrifier, en même temps, vous voulez briguer aussi le mandat du président de la SADC. C'est contradictoire. On ne peut pas amener quelqu'un dans l'abattoir et puis on vous dit, voilà. Non, moi je pense que ce n'est pas ça le vrai problème. Il y a eu des élections, il y a eu l'élection, ce dernier n'a pas réussi, on s'est incliné. S'il y a eu des petites choses qui n'ont pas marché, qui n'ont pas abouti, il faut toujours revoir. On a vu également, lors de la mort de l'étudiant congolais au niveau de l'Inde, la RDC n'a pas haussé le ton, apparemment. C'est comme si la RDC était en train
de caresser les autorités indiennes pour que, je ne sais pas quoi, mais la RDC n'a pas aussi le temps diplomatiquement. Ça montre, vous parlez de la pente ascendante de notre diplomatie, mais sur ce plan-là, quand vous n'osez pas le temps, ça expose votre faiblesse diplomatique. Non, monsieur le journaliste, ne confondons pas la réaction de l'ARI avec les institutions ou la démarche d'une institution. Il est certes vrai qu'un Congolais a été tué. Il est certes vrai, il y a eu des remous, il y a eu des réactions. Mais le gouvernement, c'est une institution responsable. Il agit par des canaux bien connus. L'ambassadeur indien a été convoqué au ministère des Affaires étrangères pour donner des explications claires et nettes sur cette question. Il a été convoqué ou il a été invité? Ce sont des choses différentes. Il a été convoqué parce qu'il devait donner les explications par rapport à cette situation. Il a donné toutes les explications nécessaires. Le représentant de la RDC en Inde a fourni aussi des informations. Il y a eu une commission qui a été mise en place pour enquêter, en fait d'élucider la cause réelle de la mort de notre compatriote. Je pense que jusque-là, nous n'avons pas encore eu les résultats définitifs des enquêtes menées. Mais du moins, il y a eu quand même des informations, des premières informations qui nous sont parvenues, selon lesquelles le monsieur n'a pas été tué par la police indienne, mais il a eu de malaise, ce qui a occasionné sa mort. Ça, c'est la version officielle que nous avions suivie. La version officielle des autorités indiennes, bien évidemment. Nous attendons maintenant la décision ou le rapport final qui va effectivement élucider la cause réelle de la mort. Donc la diplomatie congolaise avait réagi. En convoquant l'ambassadeur, en cherchant à avoir des informations, une commission a été mise en place et nous attendons les résultats. Nous attendons les résultats. Coup de chapeau quand même à Félix Tshisekedi, il faut se le dire, parce qu'à Berlin, lors de la conférence de Compact World Africa, il est allé faire la promotion de notre produit, le Manacovid, pour lutter contre le coronavirus. Félix Tshisekedi a demandé à ses partenaires d'utiliser ce produit Made in Africa, mais on a vu lors la photo de famille, Félix Tshisekedi, président de l'Union africaine de son État, être relégué derrière les chefs d'État d'autres pays tels que Paul Kagame qui était au devant de la scène. Est-ce que diplomatiquement, ce n'est pas un message? Je pense qu'il y a un problème protocolaire sur cette question. Mettre le président de la République derrière... Et surtout président de l'Union africaine, parce qu'il était parti comme président de l'Union africaine. Je pense que c'est un problème protocolaire tout court. Ce n'est pas un autre problème. C'est vrai, vous croyez... Je crois que c'est un problème protocolaire. Ils n'ont pas voulu reléguer je pense que c'est un problème protocolaire au niveau de l'Allemagne qui a fait en sorte à ce que le président soit peut-être placé là. Un problème protocolaire. Ça n'a rien à voir avec la position du Rwanda vis-à-vis de la RDC et la position de la RDC vis-à-vis du Rwanda. Mais est-ce que vous le savez président de la République est allé là-bas non seulement en tant que président de la RDC, il est allé aussi là-bas en tant que président de l'Union africaine. Est-ce que vous savez que diplomatiquement, c'est un message? Mais je vous dis, c'est un problème protocolaire. Mais c'est ça, bien que ça soit un problème protocolaire, mais diplomatiquement... Parce qu'il s'agit d'un problème protocolaire. C'est le protocole qui, certainement, n'a pas bien fait les choses. Et oui, qu'est-ce que vous voulez? Parce qu'il s'agit d'un problème protocolaire. Est-ce que ça remet en cause la qualité du président de la République comme étant président de l'Union africaine? Pas du tout. Est-ce que ça remet en cause la qualité du président de la République comme étant président de la RDC? Pas du tout. Il reste le meilleur président de l'Union africaine, il reste le meilleur président de la RDC. Kagame reste le meilleur président du Rwanda et il n'est pas président de l'Union africaine. Donc, ce problème, cette question ne pose aucun problème. Il y a eu certainement un problème de protocole
un point d'entrée. Un problème de protocole, voilà, Maître Georges Kalonji. Nous sommes avec vous ici sur ce plateau pour décrypter l'actualité, analyser l'actualité de la République démocratique du Congo. Nous allons parler État des droits. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, en venant au pouvoir, il a prôné l'État des droits, mais apparemment depuis son avènement, depuis un certain temps, les gens commençaient à douter de cet État des droits. Les gens parlaient d'un État des droits sélectif. On a vu Eteni Longondo, ministre honoraire de la santé publique et un proche du chef de l'État qui a été interpellé et mis sous mandat d'arrêt provisoire il est soupçonné de détournement des deniers publics, les fonds loués à la lutte contre la pandémie à Covid-19. Comment d'abord réagissez-vous à cette arrestation d'Eteni? Parce que c'était attendu par beaucoup de gens. Sinon, nous saluons quand même le travail abattu par l'IGF, qui a enquêté sur la gestion des fonds alloués au programme de Covid, et qu'il y a eu le résultat final, qu'il y a eu des malversations financières. Cet argent n'a pas été utilisé en bon escient et qu'il fallait interpeller les auteurs, des gens qui étaient appelés à pouvoir gérer ces finances-là. Et entre autres, le ministre de la Santé qui était l'autorité des tutelles du ministère. Et le dossier a été transféré au niveau du parquet, après la Cour de cassation, et que les enquêtes ont été ouvertes, et il a été interpellé, et par la suite, il a été arrêté. Je pense que nous saluons cette arrestation, parce qu'il ne faudrait pas que les gens pensent que c'est une justice sélective. C'est une justice. D'ailleurs, le président lui-même de la République l'avait évoqué quand il est allé à Goma. Il voulait voir cette justice-là être active, c'est-à-dire interpeller toute personne qui est soupçonnée de corruption. Et déjà, ça montre à suffisance que les choses commencent à avancer. Mais je voudrais dire une chose. L'état de droit ne se définit pas seulement par l'arrestation de quelques individus. Vous savez que le mal est profond. Nous allons y arriver. Je crois que nous allons parler de cet état de droit. Nous allons nous poser cette question. Mais vous dites que la justice n'est pas sélective. Preuve en est, on a vu Eteni être interpellé. Mais de l'autre côté, du côté de la Mouka, FCC, on parle d'un maquillage politique. Qu'en dites-vous? Oui, je pense que il ne faut pas donner raison à l'opposition sur les actes que le gouvernement ou les institutions de la République posent. Nous avons vu avec le programme 100 jours, il y a pas mal d'autorités qui ont été arrêtées, mais qui malheureusement, la quasi-totalité de ceux qui ont été arrêtés ont été libérés. Je me pose la question. Or, ils ont été condamnés. Comment ces gens-là ont été libérés? Est-ce qu'ils ont restitué, ils ont remis l'argent? À quelle hauteur? Est-ce qu'ils ont été blanchis? Est-ce que la justice n'a pas fait bien son travail? C'est autour de toutes ces questions-là que nous devons nous poser pour éventuellement apprécier le travail de la justice. Parce que si aujourd'hui, ceux qui sont arrêtés pour détournement des deniers publics, et que demain, on les retrouve dans la rue en train de se balader librement, donc c'est comme si rien n'a été fait. Donc jusqu'à présent, on doit encore émettre des doutes quant à cette arrestation d'Eteni Longondo. On doit encore donner raison à ceux qui disent que c'est du maquillage politique. Non, écoutez, M. Eteni a été arrêté. Les enquêtes sont en cours parce que nous sommes dans une phase préjuridictionnelle.
Donc, il y a eu une instruction judiciaire qui a été ouverte. Les enquêtes sont en cours. Et si la justice, au niveau du parquet, on estime que les faits pour lesquels il a été reproché ne sont pas des faits infractionnels et que sa gestion a été bonne, je pense qu'il pourrait être relaxé. Là, on ne peut pas crier non, voilà, pourquoi c'est à la justice de faire. À ce stade ici, nous ne pouvons pas commenter là-dessus, nous devons laisser à la justice de faire son travail. C'est les résultats des enquêtes du parquet qui déterminera le sort de l'ex-ministre. S'il sera condamné, en fait, traduit devant les juges, ou soit il sera relaxé si les faits ne sont pas infractionnels. Il n'y a pas de la mascarade, il n'y a pas du maquillage, c'est la justice qui fait son travail. Voyons voir comment les choses vont évoluer. Mais on a vu à l'époque Vital Kamerhe, avant d'être arrêté, on a vu les mandats circuler sur les réseaux sociaux. On a vu pour Matata Ponyo circuler sur les réseaux sociaux. On a vu le cas de Willy Bakonga à Brazzaville. Déjà, toute la toile avait l'information. Mais apparemment, le dossier de Teni a été négocié en catimini. Il a été amené en catimini sans une médiatisation. Mais ça me fait rire parce que ce problème-là ne date pas d'aujourd'hui. Des problèmes de détournement. C'est un rapport qui date de longtemps. Oui. C'est peut-être aujourd'hui que la justice a agi. Et d'ailleurs, c'est sous la toile, on lisait qu'il y a eu des détournements au ministère de la Santé, et Teni, tout ça, ça s'est parlé déjà bien avant. Donc ce n'est pas une surprise. Voilà pourquoi ça n'a pas fait trop de bruit, contrairement à... Mais les autres aussi, ça se parlait. Le dossier, d'ailleurs, le dossier de Matata Ponyo, on le disait depuis très longtemps, le dossier de détournement prétendu. Bon, les détournements de Vital Kamerhe, ça a été depuis... bien avant, même plus de 3 mois avant qu'il soit arrêté. Le contexte n'est pas le même. Vous savez, qu'est-ce qui a changé? Le contexte n'est pas le même. Ici, nous parlons d'un ministre qui était en fonction, qui a été, qui gérait un domaine bien spécifique, et les fonds ont été alloués dans ces projets-là, dans cette activité-là, et qu'il y a eu des remous au sein de l'opinion publique. De l'opinion publique, corps médical, qui n'étaient pas payés, ils ne voyaient rien. Et il fallait agir à ce moment-là. Mais contrairement avec la question de l'histoire de Willy Bakonga, ça c'est tout à fait différent. Ici, c'était une question de contrôler le nombre des écoles. Parce qu'il semblerait qu'il y avait des écoles fictives, il y avait des centres qui n'existaient presque pas, et que mensuellement, régulièrement, l'argent sortait dans la caisse de l'État au motif que ça devait payer les enseignants, ça devait servir aux frais de fonctionnement, qui, après plusieurs enquêtes, après plusieurs révélations, il s'est avéré que ces écoles-là n'existaient pas. Vous avez appris même qu'il y a eu plus de 20, quelque chose de 3000 écoles catholiques qui ont été fermées. Or, ces écoles-là ont existé il y a longtemps, depuis les années 80. Mais il semblait que c'était des écoles fictives. Et tout ça, ça entrait dans la ligne de compte, l'argent sortait. Willy Bakonga, en tant que ministre de tutelle, connaissait bien la situation. Donc ce sont des cas particuliers, des cas tout à fait différents. Mais Maître Georges Kalonji, est-ce que Teni Longondo constituait une épine dans le pied de Félix Tshisekedi? En d'autres termes... Tantôt, c'est un proche ami, je ne peux pas le lâcher. Tantôt, j'ai besoin que l'état des droits soit effectif. Il est cité dans les dossiers. Que dois-je faire? En d'autres termes, vous avez dit que le président l'a sacrifié. Ou l'a livré. Je vous ai posé la question. Je ne pense pas. Mais c'était une fille, un ministre. On lui reproche sur sa gestion. Un proche du chef de l'État également. Mais bien sûr, mais il était ministre. Oui. Il n'a pas été reproché par rapport à son rapprochement avec le chef de l'État. Non, il a été interpellé en tant qu'ancien ministre qui gérait un ministère. Il y a eu des fonds qui ont été alloués pour Covid. Est-ce que ces fonds-là
ont été gérés en bon escient, ainsi de suite. Ça n'a rien à voir avec les rapprochements en tant que bras droit du chef de l'État, ainsi de suite. Ça n'a rien à voir. Et vous allez voir même dans les dossiers, on ne parle pas un proche du président de la République, ancien ministre. On doit se limiter là. Pourquoi on veut toujours amener des raisonnements plus loin pour attiser les faits, créer des remous, des situations compliquées pour, dans un cas à un autre? Non. Ici, il ne s'agit pas d'une question de rapprochement, il ne s'agit pas d'une question d'un bras droit, il s'agit d'une question de gestion. La gestion, elle a été bonne ou pas. Et c'est pour cela qu'il a été interpellé. Voilà. Mais évitons de créer des remous, évitons de créer des camps, évitons de créer des conflits. Il est membre d'un parti politique qui est connu. Le parti ne peut pas s'immiscer. Le parti aussi a constaté. Et voyons voir comment les choses vont évoluer. Nous allons voir comment les choses vont évoluer, mais la question principale que nous allons nous poser dans ce sujet, quid de l'état des droits en République démocratique du Congo? C'est d'ailleurs notre thème de ce soir. Vous, en tant qu'avocat de profession, vous, en tant qu'analyste politique, comment analysez-vous la situation de l'état des droits en République démocratique du Congo? En fait, il faut tout d'abord commencer par comprendre qu'est-ce qu'un état de droit. C'est à ce moment-là, nous allons voir est-ce qu'il y a réellement un état de droit au Congo ou pas. Qui doit garantir les droits des citoyens? Qu'est-ce que l'État doit faire pour que la population puisse se sentir en sécurité? Parce que dans un état de droit, c'est le respect des textes, le respect des droits des citoyens. Personne n'est au-dessus de la loi. Et c'est à ce moment-là, nous allons comprendre s'il y a l'état de droit ou pas. À mon humble avis. Soyez franc envers vous-même, oui, je et suis envers franc. Les téléspectateurs. Oui, les téléspectateurs qui me suivent, je suis très franc. Je dis ce que je vois. Oui. Hein? Je vais dire tout ce que je vois. Je ne suis pas là pour défendre un cas ou un autre cas. Non, non, je dis ce qui... Moi, je constate ce que je vois. En fait, nous pouvons dire que il y a encore un grand travail à faire. Il y a un grand travail à faire. Presque dans tous les secteurs. Parce que actuellement, d'ailleurs, le président l'avait décrié quand il était à Goma. Il a parlé sur le fonctionnement de la justice. Le président espérait voir tous ces détourneurs de... Mais malheureusement, la justice l'a déçu. Selon ses propos, il est déçu. Oui. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui ne marche pas? Est-ce qu'il y a des complaisances? Est-ce qu'il y a des corruptions? Question mark. Mais seulement, il y a des efforts à fournir dans ce secteur-là. Mais est-ce que ces efforts-là, pour l'instant, ne sont pas en train d'être fournis? Vous savez que notre justice a été décriée il y a longtemps, avec la corruption, avec tout ce que nous connaissons, mais aussi l'appareil judiciaire ne fonctionne pas normalement parce que les magistrats eux-mêmes ne sont pas assez bien payés, il n'y a pas des infrastructures nécessaires pour travailler. Tout ça ne permet pas que les magistrats puissent travailler comme tel. Vous vous rendez compte qu'un magistrat qui touche moins de 1000 $, il a une famille, ainsi de suite. Et il est devant un détourneur de 20 à 30 millions de $. Vous voyez, il est devant quelqu'un qui peut à tout moment le basculer, le changer d'avis. Donc, il faut tout d'abord voir très bien ce secteur-là. Essayer d'améliorer les conditions de vie de la population. Et pardon, des magistrats. Dans le domaine sécuritaire, il y a aussi des bavures de nos
de nos policiers, des forces de l'ordre, la gâchette facile, qui des fois ne réfléchissent pas trop pour agir, et ça provoque un peu des situations un peu compliquées. Il y a des arrestations des fois arbitraires, et ainsi de suite. Toutes ces questions-là doivent être revues pour que nous puissions sentir réellement le respect des droits et libertés des citoyens. Oui. Donc, il y a un effort à faire. Je ne saurais pas vous dire qu'il y a un échec ou il y a une réussite. Mais ce que je peux dire, qu'il faut qu'il y ait des efforts à fournir. Si vous dites qu'il y a des efforts à fournir, cela veut dire en quelque sorte ou en d'autres termes que jusque-là le bilan est négatif. Non, quand je dis qu'il y a des efforts à fournir, il y a des points positifs. Il y a aussi nous voyons aussi, par exemple, je vais vous donner un exemple, la liberté d'expression. Actuellement, en tout cas, je n'ai pas vu parmi les politiciens qui passent dans les médias régulièrement être arrêtés pour avoir insulté le chef de l'État, pour avoir parlé un autre langage par rapport à la vision du chef de l'État. Mais quand il s'agit des manifestations sur la rue, les opposants sont toujours dispersés, Covid-19, on donne des raisons, c'est là. Mais s'il s'agit des partis au pouvoir, là il n'y a pas Covid, il n'y a pas quoi, ça circule normalement. Ça fait partie également des bilans que nous devons dresser. Il y a des efforts à fournir sur toutes ces questions-là. Oui. Parce que dans un état de droit, il faut qu'on laisse à la population de s'exprimer. Oui. Mais suivant aussi les normes, parce qu'il ne faut pas s'exprimer en désordre. Et ceux qui veulent marcher, ceux qui veulent manifester, doivent suivre quand même les lois du pays. Oui. De faire des demandes d'autorisation. Et puis, lorsqu'ils sont autorisés, ils peuvent le faire. Et puis, nous sommes dans un contexte particulier. Nous sommes dans un contexte particulier. S'il y a des interdictions de marche, est-ce qu'on interdit la marche parce qu'on ne veut pas de l'opposition, on ne veut pas de ceux-là qui veulent solliciter la marche, ou bien c'est parce qu'on ne veut pas du fait qu'il y a Covid et qu'il faut respecter les gestes barrières. Tout ça, ça entre dans la ligne de compte. Donc, à mon humble avis, il faut qu'il y ait des avancées significatives sur cette question-là. Et d'ailleurs, c'est tout un processus. Ce n'est pas par une baguette magique que tout va s'améliorer, que tout va changer. Maître Georges Kalonji, nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Vous êtes membre et coordonnateur de COGEP. Et avec votre structure, vous êtes en train d'organiser une formation sur le renforcement des capacités dans les domaines agricoles. Dites-nous un peu de quoi il s'agit concrètement. Oui, donc, comme je vous avais dit, COGEP aussi dans les domaines humanitaires. Nous assistons des personnes démunies. Nous accompagnons toute personne qui a des initiatives tendant à pouvoir l'amener à un développement, un progrès. Voilà pourquoi nous nous sommes dit, cette fois-ci, nous devons organiser une session de formation dans les domaines agricoles et l'élevage avec les structures de base pour leur apprendre comment est-ce qu'on peut faire l'agriculture, comment est-ce qu'on peut élever une vache, ainsi de suite, et les accompagner dans la réussite de ces projets-là. Donc c'est comme ça que nous allons tenir cette formation le 25 septembre. Il y aura... Ça sera une journée? Ça sera une journée. Il y aura des formateurs qui viendront de l'extérieur du pays, qui viendront former nos mamans et nos papas dans ces domaines-là. Et tout en espérant qu'après la formation, nous allons les accompagner dans leurs projets de développement. Et ça, c'est pour la population. Chacun de nous, là où il est, il peut apporter sa pierre de contribution à l'édifice qui est la RDC. Parce que tout ça, il ne faut pas toujours attendre le gouvernement, que le gouvernement fasse. Il ne faut pas seulement aussi au gouvernement de tout faire. De tout faire. Et si vous avez des initiatives, il faut se les faire. Ça entre dans la ligne de compte pour le développement de ces pays. Voilà pourquoi
j'invite les ONG, les associations de Donc cette formation concerne les ONG? Oui, oui, parce que les ONG sont des structures qui regroupent pas mal de personnes. Nous ne finançons pas, nous n'accompagnons pas un individu. Oui. Nous accompagnons des structures, c'est-à-dire des ONG. Alors, s'il y a des ONG qui sont dans ce domaine-là, ils peuvent nous contacter, nous allons discuter. Et s'il y a lieu de pouvoir les associer à cette formation, nous allons le faire. Ok. Comment est-ce que ces ONG peuvent vous contacter? Je vais laisser mon numéro. Ok. Ils peuvent contacter votre chaîne. Ok. Comme ça, on va discuter. D'accord. Nous sommes arrivés à la fin, Maître Georges Kalonji. Mais vous savez que les élèves finalistes sont en train de passer les épreuves d'examen d'État. Nous sommes aujourd'hui... Bon, je pense que vous avez tous suivi comment est-ce que la toile a été affolée par cet examen de la culture générale. On a vu l'examinateur poser aux élèves la question, Augustin Kabouya est secrétaire général de quel parti? Jean-Marc Kabound et comment s'appelle le président, le premier vice-président de l'Assemblée nationale? Est-ce que ces questions-là valent la peine? Est-ce que ce sont vraiment des questions de culture générale? Bon, sinon, j'ai suivi ça aussi. Je pense que nous devons faire la part des choses. Oui. Nous devons faire la différence entre une structure privée et une institution publique. Oui. À mon humble avis, ce n'est pas correct. Demander aux élèves si Kabou était secrétaire général de quel parti, parce que tout le monde ne connaît pas l'UDPS. Oui. Il y a ceux qui sont dans des villages là-bas. Les élèves qui sont là, ils vont nécessairement connaître qu'il y a un secrétaire général qui s'appelle Kabouya dans un parti politique. Non, non. Par contre, pour les institutions, je suis d'accord, parce que les enfants doivent avoir la connaissance générale sur les institutions de la République. Est-ce que le président de la République est de quelle institution, le Parlement, M. Mbos est de quelle institution? Tout ça, c'est de manière générale. Mais aller jusqu'à des partis politiques, on veut assimiler tout le monde. Est-ce que c'est une façon de... parti politique? Cela a été influencé par un certain groupe de personnes pour... des raisons, des questions de la propagande ou de la publicité? Je ne connais pas les motivations, mais je vous dis tout simplement que ce n'est pas correct. Je ne connais pas les motivations. Et d'ailleurs, ceux qui ont fait ça, bon, ils l'ont fait, les motivations sont cachées, mais prochainement que cela ne se répète pas. Ce n'est pas vraiment correct. On veut assimiler nos enfants à un parti politique. C'est comme ce fut le cas à l'époque de Mobutu, parti État. Donc tout ça... Il faudrait connaître tout du parti. Il ne faut pas aussi donner l'image, l'impression des gens, ce que nous avions condamné hier et que nous-mêmes nous retrouvons dedans. Ce n'est pas vraiment démocratique, ce n'est pas vraiment bien. Il faut éviter ce genre de choses. Ça risque de discréditer même les partis en question. Le fait seulement d'avoir fait ça. Et si le parti est ignorant, tant mieux. Mais ceux qui ont fait ça, avec quel sentiment, avec quelle motivation? Là, ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct. Ça, c'est le point de vue de Maître Georges Kalonji, un analyste politique. Ce sont ces mots qui clôturent notre émission autour du plan de ce soir. Merci à vous, chers téléspectateurs. Vous avez été très nombreux à nous suivre, à nous écrire de partout à travers le monde. Merci également à la grande équipe technique qui m'a aidé à arriver chez vous ce soir autour du plan. On se retrouve au prochain numéro. Au revoir.